Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette thématique consacrée à la relation homme-animal, thématique au cours de laquelle, avec Lucille Schmidt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec David Jays, essayiste et enseignant, nous recevons Virginie Maris. Virginie Maris, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe de l'environnement, vous êtes chargée de recherche au CNRS et chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Vous travaillez également au Conseil national de la protection de la nature et vous figurez dans l'opposition au Conseil municipal d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. En 2018, vous avez publié La part sauvage du monde, penser la nature dans l'Anthropocène, et peut-être faut-il rappeler que l'Anthropocène, c'est la nouvelle ère géologique influencée principalement par les actions d'origine humaine. Dans ce livre, vous revisitez le grand partage défini par l'anthropologue Philippe Descola comme séparant strictement le monde des humains et le monde naturel. Dans ce grand partage, présent au cœur de l'ontologie occidentale, vous remarquez la constante reconnaissance d'une altérité radicale du monde naturel, parfois accusé d'être à la racine de la crise environnementale. Vous montrez que ce dualisme hérité des modernes n'est pas une voie satisfaisante pour penser notre rapport à la nature. Cependant, la forme exacerbée que lui donne l'anthropocentrisme, qui adosse à la distinction entre nature et culture une hiérarchie entre humains et non-humains, n'est pas non plus la réponse appropriée. Vous nous invitez à penser la nature dans son altérité, comme ce qui est irréductiblement extérieur aux affaires humaines. Vous montrez qu'au-delà de sa pertinence scientifique, l'Anthropocène est aussi un concept politique qui tend à placer la vie de la planète sous la domination des activités humaines et à à abolir la Terre comme altérité naturelle pour l'investir entièrement et la transformer en une technocrature. Votre projet veut revisiter le sauvage comme antidote à ces discours anthropocentriques et valoriser une nature irrémédiablement étrangère aux finalités humaines. À rebours du pronostic sur la fin de la nature, il faut pouvoir penser l'altérité, l'autonomie, l'extériorité de la nature, accepter de se donner des limites et de borner l'empire humain. Selon vous, il revient à la conservation de protéger et de maintenir des territoires qui ne soient pas des productions intentionnelles et dans lesquels les processus naturels puissent se maintenir et évoluer sans être conçus ni captés par les intérêts humains. Mais cette présentation faite, nous sommes ici pour essayer de réduire un peu le champ de cette réflexion au rapport entre l'homme et l'animal. Lucille Schmidt. Oui, merci beaucoup Philippe. Ce que vous venez de rappeler des travaux de Virginie Maris, c'est qu'au fond, elle n'hésite pas à adopter une tonalité et, je dirais, une démonstration qui, quelque part, va contre l'état d'esprit qui règne aujourd'hui lorsque l'on traite d'écologie. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que nous découvrons, je ne sais pas si on peut même dire redécouvrons, mais en tout cas que nous prenons conscience de l'importance de la nature dans nos vies et pour l'existence et la pérennité de nos sociétés, il y a en quelque sorte une espèce de volonté d'apprivoisement, l'idée qu'au fond cette nature, on peut en parler sans vraiment la connaître et sans reconnaître encore davantage d'ailleurs son altérité. Donc en parler sans la connaître et sans reconnaître son altérité, c'est l'inverse de ce que nous dit au fond Virginie Maris, qui nous invite à reconnaître cette altérité de la nature, cette puissance de la nature, cette sauvagerie de la nature. Et c'est une découverte qui, au fond, est dérangeante. Moi, c'est ça qui me semble important de souligner pour commencer cette discussion. Vous m'invitez à restreindre les choses à la question de l'homme et l'animal. C'est vrai que le végétal, quelque part, est aussi un élément de puissance, de complexité important. Donc, restreignons, mais ayons toujours en tête que homme et animal coexistent et interagissent avec le végétal dans le cadre de cette thématique. Alors sur l'homme et l'animal, au fond, nous sommes un peu débordés par cette résurrection, cette intrusion de l'animal dans nos vies aujourd'hui. Mais moi, ce que j'observe, et j'aimerais bien que Virginie Maris nous en parle, puisque c'est une spécialiste du sauvage, c'est que lorsqu'on parle de l'animal, d'une manière très générique, on y inclut des animaux domestiqués, des animaux apprivoisés, des animaux sauvages, et que le débat public, au fond, est d'une extrême confusion. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit, par exemple, que dans les lois qui sont en train d'être votées, on va interdire les cirques et les delphinariums, je pense qu'on choisit là, quelque part, une stratégie d'esquive qui permet de ne pas penser le cœur de notre relation à l'animal. Et
j'aimerais vous entendre là-dessus, Virginie, puisque vous êtes par ailleurs élue. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déception permanente lorsqu'on est philosophe par rapport à la façon dont le débat public, au fond, contourne l'essentiel de ce qu'il faudrait penser sur cette relation entre l'homme et l'animal, et notamment lorsqu'il s'agit d'agir de manière forte? Virginie Maris. Alors, merci beaucoup et pour cette très synthétique présentation, introduction à mon livre et Lucile pour cette question et cette ouverture sur le rapport à l'animal. Je vais peut-être répondre en deux temps. Avant de répondre directement aux urgences ou aux priorités politiques qu'il conviendrait de mettre de l'avant dans la question politique du rapport à l'animal, peut-être faire une petite description de la diversité de ces animaux avec lesquels nous partageons la planète, qui permet aussi peut-être de donner un peu de chair à ce concept d'anthropocène qui a été mentionné. Les animaux, donc le règne animal inclut on va dire une grande quantité d'êtres, et souvent quand on pense aux animaux, d'abord on a tendance à se référer plutôt aux vertébrés, c'est-à-dire aux mammifères, aux oiseaux, aux poissons. Dans les animaux, il faut aussi savoir que dans le règne animal sont inclus les insectes, tous les vers et toute la microfaune, en particulier la microfaune qui peuple le sol. Donc aujourd'hui, si on se concentre sur les vertébrés, qui sont un petit peu les paradigmes de ce qu'on a en tête quand on pense aux animaux, il y a un calcul, enfin il y a une estimation qui pour moi est absolument étourdissante, qui est finalement la part des vertébrés sauvages dans la biomasse totale des vertébrés. Et des estimations ont été faites, cette part des vertébrés sauvages, il y a quelques 12 000 ans, on va dire à la veille de la domestication, aurait été égale à 97%. C'est-à-dire que 97% de la masse des vertébrés sauvages étaient composés d'animaux sauvages. Si on refait ce calcul aujourd'hui, essayez de le visualiser parce que c'est vraiment étourdissant, je vous le disais. Si on refait ce calcul aujourd'hui, dans la masse de tous les vertébrés sauvages, on obtiendrait à peu près 30% d'êtres humains, à peu près 67% d'animaux domestiques, presque exclusivement des animaux de production, et là encore on pourrait dire presque exclusivement des cochons et des poulets, et puis un petit 3%, tout petit 3% de vertébrés sauvages. Donc vous imaginez ce remplacement, ce qui fait qu'on parle des animaux, mais d'abord il faut se dire que la plupart des animaux aujourd'hui sur Terre, ce sont des animaux domestiques, mais surtout ce sont des animaux de production, c'est-à-dire finalement des sortes de machines à viande concentrées dans des systèmes de production concentrationnaires, productifs. Donc voilà, première chose, ce petit chiffre. Le grand remplacement, c'est là. Alors évidemment, cette expression nous vient tout de suite à l'esprit. Elle est, pour moi, elle est tellement nauséabonde dans le contexte politique dans lequel on l'utilise que je la mentionne pas. Mais voilà le grand remplacement auquel nous participons. Et donc voilà, je remets ça sur l'avant-scène parce que peut-être que dans cette évaluation se situe déjà la réponse. Quels sont les animaux aujourd'hui qui peuplent la Terre? Ce sont les animaux d'élevage. Et quelles sont les urgences qui nous incombent en termes de pacification ou de protection ou d'harmonisation de nos relations avec les animaux? C'est probablement dans cette relation productive que l'on entretient avec les animaux d'élevage qu'il faut placer l'urgence. Je me permettrai d'ajouter quelque chose qui est l'importance pour moi de bien distinguer ces relations que nous avons avec les animaux domestiques qui sont quelque part de notre fait, qui sont en ce sens sous notre responsabilité et vis-à-vis desquels, je pense, nous avons des obligations, des responsabilités toutes particulières.
les distinguer des animaux sauvages et des animaux absolument sauvages, ceux qui finalement vivent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est important pour moi de placer très vite cette distinction, en particulier parce qu'elle est très... disons que ne pas faire la distinction conduit à des conclusions, pour moi, très problématiques en termes d'intervention dans le monde sauvage, si la priorité est, par exemple, de réduire la souffrance animale. Et on a, parmi les antispécistes, des autrices ou des auteurs qui invitent à réduire la souffrance animale, y compris dans le monde sauvage, à travers différentes formes d'intervention, comme le prélèvement des prédateurs, etc. Alors pour moi, penser notre relation aux sauvages et aux domestiques sous les mêmes registres et avec, on va dire, les mêmes normes, comme celle de la réduction de la souffrance, est quelque chose de très problématique. Je pourrais développer ça plus tard si vous voulez. Et... donc voilà, et puis il y a, alors c'est Sue Donaldson et Will Kymlicka dans le livre Zoocity qui introduisent ce troisième terme avec les animaux qu'ils appellent liminaux. Le terme écologique, ce serait plutôt les commensaux, les commensalistes. Ce sont tous ces animaux qui ne sont pas domestiqués, qui vivent par et pour eux-mêmes, mais on va dire dans les parages, dans les interstices de nos villes, de nos campagnes, des animaux qui, dans la longue coévolution entre humains et animaux, finalement ont été récalcitrants à la gestion ou à la domestication, mais qui restent proches de nous. Et en ce sens, cette troisième catégorie appelle probablement aussi d'autres types de responsabilités ou de relations, puisque ce sont... peut-être des cohabitants, des coexistants avec lesquels nous avons probablement besoin et, à mon avis, envie de trouver des modes acceptables de cohabitation. Alors, deux questions. On peut nous donner quelques exemples de ces animaux liminaux, et puis l'autre question, c'est sur les espèces domestiquées. Et il y a des espèces non domestiquées, que nous n'avons jamais cherché à domestiquer, qui sont des oiseaux. Le chardonneret élégant, qui est un oiseau cher à Lucille, ici présente, le chardonneret élégant, on n'a jamais essayé de l'atteler, ni d'en tirer du lait ou de la viande ou quoi que ce soit. Donc, quelle place ont-ils dans la réflexion dont vous venez de nous faire part? Mais je commence par ma première question, la demande d'exemples d'animaux liminaux. Alors si on reste dans les passereaux, par exemple, dans nos jardins peuvent côtoyer proches des chardonnerets un grand nombre d'hirondelles, et certaines, comme les hirondelles de fenêtre, se sont spécialisées dans des habitats qui sont offerts par les constructions humaines. Alors ça, ce sont plutôt les liminaux sympathiques. Toujours dans les passereaux, on a plutôt une certaine affection pour les moineaux, et notamment les moineaux domestiques, donc qui n'ont domestique que le nom scientifique, ils ne sont pas domestiqués, mais et qui eux aussi habitent leur ville. Et puis de fait, les liminaux qui nous viennent peut-être le plus vite à l'esprit sont moins sympathiques. Ce sont les blattes, les rats, les cafards, les pigeons qui sont mal aimés par certains citadins. Ce sont des animaux qui en particulier finalement ont incorporé dans leur mode de vie et dans leurs besoins biologiques et écologiques l'habitat humain et par exemple la présence permanente de ressources alimentaires via des déchets laissés dans les villes. Donc au sein d'une même espèce, on peut avoir des populations qui se distinguent très fortement. C'est le cas par exemple de certaines mésanges où on voit vraiment un gradient de comportement très différent selon qu'elles habitent les villes ou les forêts. Donc voilà, quelques exemples. Ensuite, moi, quelque part, je me demande jusqu'où le chat lui-même ne serait pas le meilleur des commensalistes. Et j'ouvre la question de savoir si véritablement l'humain a domestiqué le chat ou si nous ne sommes pas laissés instrumentaliser à ces dessins, à ces finalités évolutives. Mais c'est une autre question. Sur les chardonnerets, alors je ne sais pas, d'abord le chardonneret, malheureusement, tristement, est un oiseau en grand danger du fait justement de l'attrait que nous avons pour son chant. La capture et le trafic de chardonneret
est un problème vital en fait pour la population. Ça donne lieu à des trafics, à un marché noir vraiment stupéfiant. Donc là, ce sont un petit peu comme les animaux des zoos dont on parlait au début. Ce sont des animaux qui n'ont pas été domestiqués, mais qui sont capturés et asservis, aliénés pour un trait, par exemple, leur champ et puis tout ce qu'on peut investir culturellement dedans. Mais bon, moi, j'ai plutôt des chardonnerets commensalistes qui viennent manger des graines de tournesol en bandes masquées de façon charmante et régulière dans mon jardin. David Jayes. Oui, merci. J'avais envie de vous interroger sur le concept d'anthropocène, qui me paraît, peut-être par rapport aux propos que vous tenez, assez problématique. Parce que, au fond, l'anthropocène, c'est l'hypothèse que les activités humaines, en particulier en régime de capitalisme industriel, ont atteint une telle intensité qu'elles dégradent tous les équilibres bio-géophysiques de la Terre, et pas simplement du point de vue du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre, mais aussi de la biodiversité animale et végétale, de l'acidification des océans, des chaînes trophiques, des déchets, bref, tous les seuils de Johan Rockström et du Stockholm Resilience Center. Le problème philosophique qui me paraît être posé par le concept d'anthropocène, et j'aimerais vous interroger sur votre rapport à ce concept, c'est qu'il consacre en quelque sorte l'abolition définitive de la distance qui sépare l'homme à la nature. Cette distance que précisément vous vous attachez à reconstituer par le réensauvagement, par l'acceptation d'ontologies plurielles, de trajectoires plurielles, parce qu'au fond, il considère, ou il fait le constat qu'il n'y a au fond plus de nature en tant que telle. Tout est urbanisé, tout est anthropisé. Et c'est vrai que quand on sait que 75 à 80% de l'humanité vivra en ville en 2050, quand on voit en Asie du Sud-Est une déforestation et des gares ou des aéroports installés en plein milieu de forêts tropicales, ce qui d'ailleurs est un propagateur de zoonoses et de pandémies, quand on voit la rapidité avec laquelle la biodiversité recule, quand on voit les printemps silencieux, quand on voit les insectes qui disparaissent dans les campagnes, les oiseaux, au fond, on se dit votre programme de réensauvagement, il est tentant et sympathique, mais ne risque-t-il pas d'aboutir à une simple approche conservatoire où on va essayer un peu en tache de léopard d'aménager quelques zones protégées dans un monde qui de toute façon est déjà tellement anthropisé, tellement anthropocénisé que au fond c'est presque d'essayer de sauver le peu qui reste. Virginie Maris. Oui, c'est une très bonne question. Elle est d'autant plus pertinente que je dirais que c'est la question à laquelle j'ai souhaité répondre en écrivant ce livre, et que c'est le problème qui, pour moi, a suscité le besoin de travailler sur cette notion de nature sauvage. Et je vais expliquer pourquoi, après avoir peut-être précisé un petit peu ce terme d'anthropocène lui-même. Donc anthropo, l'humain, cène, kainos, c'est le suffixe qu'on utilise pour désigner les différentes périodes géologiques, les âges de la Terre. Et en 2000, Paul Crutzen propose ce concept-là plutôt à la communauté des géologues, en particulier des stratigraphes, comme un nouveau terme pour désigner cette période dans laquelle les activités humaines ont une ampleur planétaire, influençant tout à la fois l'atmosphère, la biosphère et la géosphère. Alors, peut-être, et je vous remercie de l'avoir précisé, une critique qui maintenant est une critique bien travaillée et que je reprends à mon compte dans le livre, est le caractère dépolitisant et anhistorique d'un tel terme qui finalement désigne anthropo, l'humain, l'espèce humaine, homo sapiens, comme un facteur géologique et comme si c'était l'espèce tout entière qui participait de cette absorption finalement de la nature dans l'artefact. Or, il est important de situer quels sont les acteurs réels
de cette absorption, j'ai même envie de dire de cette dégradation des conditions d'habitabilité de la planète, et plus que l'espèce humaine dans son ensemble. Il s'agit de certains régimes politiques, de certains régimes économiques, d'où la proposition de parler plutôt de capitalocène, de britanocène, d'impérialocène, de plantationocène pour désigner le rapport colonial et l'habité colonial propre à l'expansion impériale, etc., etc. Donc, premier petit aparté, pensons bien qu'il ne s'agit pas là de l'espèce humaine, mais plutôt d'un certain rapport de certaines sociétés des humains à la nature. Et ensuite, la grande question, c'est, alors, faut-il nier ce constat de globalité? Est-ce que finalement mon propos serait de dire la nature sauvage existe parce qu'il est faux que les activités humaines ont un impact global? Et ce n'est pas la voie que je suis. Je signale tout de même qu'il reste des espaces sur la planète où les activités humaines sont discrètes. Des espaces qui ne sont pas appropriés, peu habités, qui ne sont pas exploités à des fins humaines. Mais la question n'est pas là, la question est plutôt comment définir la nature et la nature sauvage en creux par rapport à l'influence humaine, c'est-à-dire maintenir cette idée que ce qui m'intéresse dans la nature sauvage, c'est justement ce qui échappe aux humains, sans pour autant la définir comme une absence totale d'influence causale. Autrement dit, comment s'affranchir, s'émanciper de l'imaginaire très présent, notamment dans la philosophie américaine sur ces questions environnementales, de l'imaginaire de la wilderness, de la pristine nature, qu'on pourrait peut-être même affilier à l'imaginaire du Jardin d'Éden, finalement l'imaginaire d'une pureté originelle du monde naturel, et que n'importe quelle influence humaine serait amenée à souiller ou à dégrader ou à mettre en péril. Et pour ça, moi, c'est vraiment la question de l'intentionnalité, se dire qu'en réalité, dans nous-mêmes et autour de nous-mêmes, il y a toutes sortes d'entités, toutes sortes de processus que nous influençons et qui nous influencent en retour, mais qui ne sont pas le fruit de nos desseins, qui ne sont pas compris, incorporés dans une rationalité très spécifique et très occidentale, qui est cette rationalité instrumentale de mise au travail, de mise en fonction du monde pour nos propres finalités. Et donc, en ce sens, le petit chardonneret élégant qui ne se nourrit plus que de graines de tournesol que de gentils humains et humaines lui fournissent dans les jardins, est complètement dépendant de certaines activités humaines. Mais sa vie, son métabolisme, son histoire nous échappent totalement, et finalement il se sert de nous comme il se servirait d'une fleur sauvage ou d'un arbre généreux, et en ce sens je pense qu'il reste authentiquement sauvage et authentiquement récalcitrant à notre mise au travail. Donc voilà un petit peu cette espèce de on va dire, cette espèce de sentier que j'essaye de suivre, qui est d'accepter le constat de l'immense influence des activités humaines, et en même temps de ne pas en faire un discours autoprophétique de la mainmise généralisée des humains sur la planète. En réalité, c'est ça qui est complètement paradoxal, c'est que nos influences sont immenses, et tout à la fois, elles restent presque anecdotiques, dans la mesure où la plupart des processus, des dynamiques qui nous composent et avec lesquels nous devons composer échappent totalement à cette brève histoire de l'humanité occidentale qui se déroule depuis 150 ans. Lucille Schmitt. Oui, je trouve que la question de David est très intéressante et dépasse au fond l'histoire des taches de léopard. C'est la question des limites, des frontières, c'est-à-dire que entre ces zones sauvages, ces zones naturelles pas sauvages et ces zones urbaines, il y a non pas des frontières mais sans doute des espèces
il y a une plasticité, me semble-t-il, et je voulais citer pour cela, il y a un livre que j'avais adoré il y a quelques années, de Serge Joncourt, qui s'appelle « Chien-loup ». Et dans ce livre qui se passe dans le Lot, là où habite Joncourt, il met en scène un être hybride qui est à la fois chien et loup, et qui va amener le narrateur qui était revenu à la nature, à la campagne, pour au fond devenir végétarien, qui va l'amener à retrouver la viande. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'il y a dans cette histoire de comment on retrouve au fond quelque chose, je ne sais pas si c'est des émotions, si c'est des forces, etc., par le sauvage et par des êtres qui peuvent être hybrides comme nous sommes hybrides. Il y a l'idée de l'hybridation aussi, de la plasticité et non pas de la frontière étanche. Et c'est peut-être des questions un peu philosophiques, mais je voulais quand même vous poser la question, Virginie Maris, quand vous dites au fond qu'il faut reconnaître la part du sauvage et au fond ne pas être intrusif et voir aussi comment nous pouvons être domestiqués par notre chat, par exemple. Comment est-ce que vous organisez la relation entre l'animal sauvage, notre part sauvage, nous-mêmes, l'humain et l'animal? Et vous parliez tout à l'heure des antispécistes en disant qu'au fond, ils pouvaient être très intrusifs par rapport à la nature sauvage et au nom de bonnes intentions, au fond, prendre la place des animaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation, de ces liens et de la façon dont le sauvage les fait exister et dont il existe aussi au sein de nous-mêmes? Je pense que c'est un point important. Virginie Maris. Oui, je vous remercie, Lucille, pour cette question qui est une question inconfortable parce que finalement, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de mener de front deux chantiers de réflexion. L'un plutôt conceptuel sur cette question du sauvage, du domestique, de la relation entre l'un et l'autre et de la place que cette notion de nature peut jouer aujourd'hui en philosophie de l'environnement et plus généralement dans les humanités environnementales. Et l'autre, plutôt, on va dire, pratique ou orienté sur l'action, pour essayer de défendre, je vais me dévoiler tout de suite parce que ça sera pour essayer de défendre l'idée que nous devons continuer et augmenter la protection forte de certains milieux naturels peu ou pas anthropisés. Et alors souvent on se dit c'est très bien, on a une philosophe de l'environnement, elle va prendre de la hauteur, tout va devenir clair, etc. En réalité les choses ne sont pas si simples et peut-être que mener en même temps cette réflexion conceptuelle et cet engagement pratique me met dans des situations un petit peu difficiles parce que j'ai pour objectif, et je ne m'en cache pas, de défendre la frontière. C'est-à-dire de défendre l'idée que nous ne sommes pas chez nous partout, que nous devons finalement décoloniser, cesser l'impérialisme et l'expansion de notre territoire, voire même le réduire. Donc ça, c'est la dimension pratique. Et puis en même temps, d'un point de vue conceptuel, j'essaye de faire justice au fait que nous sommes aussi des êtres de nature, que nous sommes traversés dans notre histoire et dans nos corps de 300 000 ans d'histoire partagée avec les forêts, les prédateurs, les arbres et les insectes, etc. Donc voilà, d'abord, je ne réponds pas vraiment, mais j'avoue, je dévoile cet inconfort. Et du coup, sur cette question de l'hybridation, c'est vrai qu'un de mes points de départ, on va dire souvent, c'est un petit peu bête et c'est très fatigant, mais on écrit contre. Il y a tel truc, alors voilà, l'anthropocène, l'homme est chez lui partout, non, je suis pas d'accord avec ça, et donc j'ai envie de prouver que ce n'est pas le cas. Et j'ai un petit peu écrit contre aussi, on a cité quelques auteurs représentatifs, j'ai un petit peu écrit contre cette idée de l'hybridation totale, de l'absence de frontières, nous sommes la nature, alors il y a une formule qui est géniale, je l'adore et je l'ai réutilisée moi-même, nous sommes la nature qui se défend. Si nous sommes la nature qui se défend, nous sommes une nature qui se défend d'une façon très spécifique et donc j'ai un peu essayé de montrer que ces processus finalement de floutage ou d'hybridation entre ce qui relève de l'humain, ce qui n'en relève pas, entre ce qui relève de la culture et de la nature, etc., dans une situation occidentale d'hyperdomination humaine, avait en germe un risque énorme
de reconduite de la domination sous un autre registre. Je m'explique, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que si je suis un Yanomami, que tout mon vocabulaire, ma vision du monde est affranchie de la séparation, alors on peut s'abstraire d'une distinction sans que cela produise des registres de domination. Par contre, c'est Walplemood qui l'explique très bien, la dichotomie structurante de l'Occident qui sépare la nature de la culture pour en faire une hiérarchie et pour appuyer la domination de l'humain sur la nature, cette dichotomie, ce dualisme est tellement fort, tellement structurant, que s'en affranchir peut être une façon de finalement obscurcir totalement l'altérité, la différence. Et pour moi, l'importance, c'est pas... Il y a de l'hybridation, il y a de la mixité, etc. Mais pour moi, c'est important de rejouer la frontière. Et on est dans une période assez compliquée avec ces questions de frontières, et c'est un terme qui est problématique et dont j'aimerais pouvoir me passer. Et pourtant, je pense que repenser la frontière, repenser la distinction, non plus comme un outil de domination, mais bien au contraire, de façon humble, ouverte, comme un outil de reconnaissance. Se dire que sans distinction, sans frontières, il n'y a plus d'altérité. Il n'y a plus de forme de vie qui échappe finalement à nos propres représentations, à nos propres désirs, à nos propres besoins. Voilà un petit peu le chemin alors voilà, que j'essaye de tracer. Et là se rencontre finalement la discussion conceptuelle et la discussion pratique, à savoir que abolir les frontières quand nous sommes en situation de surdomination comme nous le sommes, cela revient malheureusement bien souvent à annihiler l'altérité, la différence, l'extériorité. David Chase. C'est une discussion importante parce que je pense qu'il y a chez un nombre croissant d'ailleurs de militants et de penseurs de l'écologie le sentiment que, vous connaissez cette phrase de Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et il y a ce sentiment que finalement, l'homme, dans sa configuration capitaliste, prédatrice, a acquis un tel impérium sur le reste du vivant et sur la Terre en général que, par une opération de basculement à 180 degrés, finalement, il pourra arriver à remettre les choses dans l'ordre. Mais au fond, ça reste un anthropocentrisme. Et donc, rejouer la frontière, c'est une formule que vous avez eue. Je trouve ça très intéressant. Dans le même temps, est-ce qu'on pourrait pas vous critiquer sur le thème, vous rejouez la frontière, vous reconduisez finalement l'altérité entre l'homme et la nature, qui a servi aussi à ces ontologies prédatrices, puisque quand la nature était radicalement séparée de l'être humain, quand l'animalité était radicalement séparée de l'être humain, quand la sauvagerie était radicalement séparée de l'être humain, eh bien, on pouvait les traiter comme un réservoir d'énergie, comme un réservoir de ressources, en quelque sorte, disponibles. Et donc, ça a justifié toutes les catastrophes dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et même pour aller plus loin dans cet argument, on pourrait dire que même lorsque c'était sous le registre, on va dire, du patrimoine ou de la beauté ou du temple naturel, hein, qu'ils étaient mis de côté, c'était encore dans une conception totalement anthropocentré, où finalement les grands parcs étaient des espaces pour les blancs, dominants, si possible des hommes, des espaces récréatifs, de loisirs, d'exaltation, de leur vertu virile ou que sais-je. Donc, de fait, on est sur un terrain miné avec cette séparation et là, j'ai envie de répondre deux choses. La première, qui m'est directement inspirée de Walplemood, que j'ai citée un tout petit peu plus tôt, qui est une philosophe australienne que j'admire beaucoup, et qui, simplement, je me répète un petit peu sur cette idée de frontière, tente de montrer que la logique du dualisme, qui procède donc premièrement par séparation, deuxièmement par hiérarchie, n'est pas... disons que s'affranchir
du dualisme n'implique pas de s'affranchir de la séparation. Et alors on le voit par exemple, il y a tellement de sujets qui deviennent difficiles à traiter, mais on le voit par exemple sur la question du rapport entre, on va dire du rapport de justice entre les genres, où de fait, plusieurs voies sont possibles pour dénoncer et dépasser les injustices de genre. L'une serait de nier la différence de genre, l'autre serait d'accepter qu'elle existe, mais de refuser qu'elle soit le socle d'une hiérarchie ou d'une domination. La deuxième chose que je tiens à signaler, c'est qu'entre, on va dire un petit peu l'invention du dualisme, pas l'invention de la séparation de nature et culture que je retrace dans le bouquin on va dire à l'Antiquité grecque et latine de façon certaine, mais sa transformation en hiérarchie, elle se trouve vraiment à plein régime au moment de la modernité. Vous connaissez Descartes, l'homme comme maître et possesseur, etc. Aujourd'hui, la nature peu ou pas impactée par les activités humaines, c'est des confettis, c'est 3%. Les espèces sauvages, on en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas en situation de difficulté, sont très peu nombreuses. Et donc, là je reviens, c'est le côté, je l'avoue, un petit peu acrobatique de ma réflexion. Je reviens sur des questions très pratico-pratiques, qui est que la défense de la nature sauvage aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas un impératif philosophique, conceptuel. Je ne cherche pas à révolutionner l'Occident. C'est un impératif pratique, car ce sont les dernières années dont nous disposons pour préserver des vieilles forêts, pour éviter l'extinction de tout un cortège de grandes espèces sauvages qui sont... Aujourd'hui, toutes les espèces, on va dire, qui font plus que 500 kilos sauvages, n'existent que parce qu'elles sont protégées. En Afrique, toute la grande faune africaine aurait disparu de la surface de la Terre s'il n'y avait pas des programmes forts, volontaristes de protection. Donc c'est juste, voilà, quelque part, c'est un petit peu une défaite philosophique, conceptuelle de répondre comme ça, mais c'est de se dire, ce n'est pas un luxe intellectuel pour moi de défendre la nature sauvage aujourd'hui, c'est une urgence pratique et ce sont les dernières années dont on dispose pour la mettre en action. Juste un mot avec l'esprit d'escalier, mais après avoir prétendu être maître et possesseur de l'univers, voilà que nous prétendons devenir les destructeurs de l'univers, et dans les deux cas, au fond, il y a quelque chose de semblable dans cette posture. Et ça me rappelait, je crois que c'est Cocteau qui raconte qu'un jour, son chat est monté sur le toit du Palais Royal, là où Cocteau habitait, et son chat rencontre un autre chat. Et l'autre chat lui demande « Qu'est-ce que tu deviens ?» Et la réponse est « Je feins d'être chat chez Jean Cocteau. » Lucille Schmitt. Oui, moi je ne sais pas si ce sera une question ou un développement inconfortable, mais je réfléchissais au début de notre conversation sur les animaux de production. Et je réfléchissais aux poulets et aux cochons, puisque vous nous avez dit, Virginie Maris, que au fond, les animaux de production, c'est de manière écrasante d'abord des poulets et des cochons. Et je me disais qu'on peut éprouver aussi de la sympathie et une sorte de souffrance par rapport à cette question, donc de cet élevage de production, par rapport à des êtres non humains, certes, mais doués d'une sensibilité qui ne sont pas des machines. Et donc, est-ce que vous avez sur ces animaux de production quelque chose à nous dire ou quelque chose à nous dire pour nous aider à réfléchir, puisque vous nous avez dit qu'ils représentaient au fond de manière écrasante les animaux présents sur la planète, sur le globe, et ceux que nous connaissons, au fond, ceux que nous connaissons tout en les rendant invisibles parce que nous ne voulons pas savoir ce qui leur arrive.
Puisqu'on parle de manière à la fois conceptuelle et pratique, je voulais citer une conversation que j'avais eue avec Brigitte Gauthier, qui donc a fondé l'association L214, qui était venue à un séminaire d'ailleurs plutôt philosophique que je faisais, et qui avait dit: au début j'écrivais des notes au ministère de l'Agriculture en expliquant ce qui se passait pour ces animaux, puis comme rien ne se passait, nous avons commencé à faire des vidéos. Et on sait bien que ces vidéos insoutenables ont créé donc des émotions, mais le sujet c'est au-delà des émotions. Que pouvons-nous faire ? J'avais envie je n'ai pas du tout de solution, mais je pense comment est-ce qu'on peut élaborer par rapport à cette question justement des animaux de production qui ne sont pas sauvages, qui ne parlent pas de la part sauvage. Mais il me semble qu'il faut aussi en parler dans cette émission. Virginie Maris. Oui, alors bon, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a déjà la question, on va dire, de l'acrasie ou du hiatus. On parle de dissonance cognitive. Pour moi, le fait que les conditions d'élevage, de transport et d'abattage de la grande majorité des animaux élevés dans des contextes d'élevage industriel est insoutenable. Pour moi, ça ne fait pas j'aurais du mal, voilà, L214, mais beaucoup d'autres avant et avec eux le montrent. Voilà, si je devais essayer de convaincre quelqu'un que c'est émotionnellement supportable, je ne vois pas par quels arguments je pourrais le faire, etc. Donc, entendons-nous sur le fait qu'il y a une violence que nous ne sommes pas capables, par exemple, à laquelle nous ne sommes pas capables d'assister, de sortir indemnes lorsque nous assistons à cette violence-là. C'est aussi tout le travail qui a été fait sur les difficultés de vie des gens qui travaillent dans les abattoirs, qui travaillent dans les élevages, etc. Donc, premier truc, comment se fait-il que nous soyons tous incapables de surmonter ça émotionnellement, mais que le système se maintienne tout de même? Donc effectivement, il y a un ensemble de filtres qui font que on ne voit pas les larmes du veau quand on mange son steak, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qui relèvent de la psychologie. J'ai pas de solution à ça. Et moi-même, j'ai probablement des moments dans ma vie de faiblesse de la volonté ou de dissonance collective, etc. Mais de façon aussi massive et socialement aussi bien organisée, pour moi, c'est un sujet d'incompréhension. Après, du coup, sachant ça, il me semble que l'urgence, c'est de changer, c'est de refuser institutionnellement la normalisation de cette violence. Vu que sur les comportements individuels, c'est trop long, c'est trop lent, et il y a toutes sortes de... de filtres ou de biais cognitifs qui empêchent une transformation forte. Je pense que c'est au niveau politique et institutionnel que les choses doivent changer, et notamment que, alors ça se fait petit à petit, l'idée de considérer dans la loi qu'il s'agit d'être sensible. Donc la question du statut juridique, la question des normes dans l'élevage et dans l'abattage, la question centrale de l'alimentation carnée dans la restauration collective, parce qu'effectivement, si les enfants à l'école apprennent que manger de la viande 3 à 4 fois par semaine, c'est normal, voire même c'est bon pour leur santé, ils vont normaliser, internaliser comme ça ce rapport de consommation. Ça, pour moi, ce sont vraiment les leviers les plus importants. Ils bougent beaucoup trop doucement, et tout petit progrès est très virulemment contré par, là je suis désolée, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je lis la presse généraliste, par des offensives de lobby, en fait. On a une défense du statu quo sur l'alimentation carnée qui est beaucoup plus portée par quelques lobbies agricoles que par les citoyennes et les citoyens eux-mêmes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je parle bien ici de la viande industrielle, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé la question du véganisme ou la question de l'abolitionnisme. Moi, j'habite aussi dans un territoire d'élevage. Enfin, voilà, je restreins ma réflexion
à la viande industrielle, et je pense que des choses plus complexes et sur lesquelles d'ailleurs je ne suis pas habilitée particulièrement à me prononcer concernent l'élevage extensif. Vous habitez un territoire d'élevage et de corrida. David Jays. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous questionner sur la corrida. J'ai des choses à dire pour ça. Lucille, peut-être. Vous savez, Fernand Braudel disait « La France est un pays faiblement peuplé partout ». C'est ça la spécificité de la France, c'est qu'on a une faible densité de population, parce qu'en fait, c'est très grand. Alors c'est sûr que si on compare à la Chine ou aux États-Unis, mais en Europe, c'est très grand. Mais il y a un peu de monde partout, en fait. Et Braudel disait dans le même livre, qui s'appelle « L'identité de la France », qu'il était très frappé que quand on monte en altitude dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on trouve toujours du monde. Il y a toujours un village, il y a toujours une unité d'habitation, ce qui n'est pas du tout le cas quand on va dans la cordillère des Andes ou dans l'Himalaya, qui sont totalement sauvages. Et si je vous pose cette question, c'est parce que je crois que la spécificité historique et de la géographie humaine de notre pays rend les Françaises et les Français peut-être moins sensibles au discours que vous tenez, parce que nous avons moins d'espace naturel, comme les États-Unis ou comme certains pays d'Amérique du Sud. Et on le voit même dans notre littérature, c'est-à-dire que je suis très frappé de voir que toutes les littératures de la wilderness, par exemple, sont souvent anglo-saxonnes, soit américaines, bien sûr, pour les raisons qu'on indiquait tout à l'heure, soit anglaises, parce que l'Angleterre a été une thalassocratie pendant longtemps, et c'est une littérature d'explorateurs. Et vous voyez Joseph Conrad, Melville, Stevenson, ce sont des écrivains, mais j'ai presque envie de dire des métaphysiciens de la wilderness, que le regretté Michel Lebris proposait d'ailleurs de traduire par force en français, ce qui est intéressant. Et donc, comment rendre les Françaises et les Français plus sensibles à ces questions, eux qui ont si peu d'espace sauvage? Virginie Maris. Eh bien, pour revenir sur Braudel, justement, peut-être que ces dynamiques et ces processus sauvages ont un rapport à la spatialité, mais qui n'est pas nécessairement un rapport d'exclusion. J'essaye de préciser, on va dire la France est faiblement peuplée, mais il y a des gens partout, je ne sais plus quelle était la formule. En fait, ce qui contrevient le plus directement à l'expression des processus sauvages qui m'intéressent, c'est rarement la présence humaine en tant que telle. C'est pas le fait d'habiter, ni même de faire un petit jardin. Les processus extrêmement adverses à l'expression des dynamiques sauvages, c'est une certaine agriculture, et notamment une agriculture extensive. Je reviens sur l'élevage, et là j'aborde un sujet très complexe que nous ne traiterons pas, c'est l'extension des pâturages, parce que vraiment là où on a des potentialités de réensauvagement, c'est en moyenne et haute montagne, et en fait la montagne a été appropriée par le pâturage, et ça construit vraiment un attachement au lieu, un sens de l'identité montagnarde que ce maintien des milieux ouverts par le pâturage. Et c'est, on va dire, toutes les grandes infrastructures de transport et d'extraction. Comment resensibiliser, comment faire finalement émouvoir aussi avec cette importance du sauvage. Il y a quelques initiatives pour moi assez prometteuses dans ce sens, et c'est là où on voit que c'est pas nécessairement des gros patchs, mais plutôt des trames qu'il convient de maintenir. C'est sur de la renaturalisation de cours d'eau, où on se rend compte que en soulageant les cours d'eau d'ouvrages qui, pour nombre d'entre eux d'ailleurs, sont des ouvrages qui n'ont plus d'utilité, qui sont plutôt historiquement là, mais parfois aussi en soulageant de certains barrages hydrauliques, etc. Eh bien, se recrée. Alors, il y a la ripisylve, c'est les petites forêts de rivage qui repoussent rapidement. On a de la loutre, du castor qui reviennent. Au bout de 3-4 ans, on peut voir des poissons migrateurs qui recommencent à frayer dans des rivières dont on les imaginait définitivement disparues. Et donc, voilà, se dire que la question n'est pas tant on n'aura pas
encore que des grands parcs à l'américaine. On n'aura pas un Yellowstone dans les Pyrénées. Par contre, de se dire que dans ce maillage finalement peu dense, comme vous le disiez, d'habitation, d'infrastructures et d'agriculture, on peut créer toute une trame vivante, sauvage, avec une vitalité surprenante. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne d'abord écologiquement, et puis qui donne envie, en fait, qui fait un petit peu rêver, en particulier pour les riverains, celles et ceux qui voient comme ça se revitaliser des milieux. Je trouve ça assez porteur. Je voudrais d'ailleurs revenir là-dessus quand on parlait de l'anthropocène, de l'atmosphère, etc. C'est que, en fait, et c'est là aussi le caractère un peu, on va dire, accidentel, ou en tout cas peut-être l'erreur l'erreur de conception qu'on se fait de notre propre impact, c'est que, en ce qui concerne le vivant, en ce qui concerne la biodiversité, hormis dans le cas de l'extinction, quand une espèce est éteinte, elle est éteinte et c'est irréversible. Mais sinon, le retrait de la pression, le retrait des activités humaines produit des effets extrêmement rapides et extrêmement surprenants, réjouissants. Donc il y a comme ça une sorte de vitalité, il y a une capacité du vivant à se régénérer qui est assez enthousiasmante. La dernière question sera pour Lucille Schmitt. Moi, je voulais demander à Virginie Maris quelle serait la question qu'elle poserait justement pour déterminer si nous sommes dignes de cette sauvagerie dont elle parle. Je pensais, pour donner un exemple, pour aider, Alice Ferney, qui est une romancière qui a écrit Le règne du vivant, une biographie romancée de Paul Watson, m'avait raconté que lorsqu'elle l'écrivait, elle avait l'habitude de poser à toute personne qu'elle rencontrait cette question: qu'est-ce que ça vous ferait un monde sans baleines ? Et qu'à partir de cette question-là, elle pouvait séparer l'humanité, je ne sais pas si c'est en 2 ou en 3 ou en 4, mais en tout cas que la distinction n'était pas par rapport à des gens de sa famille ou à des gens qu'elle venait de rencontrer, c'était vraiment par rapport à cette question: que vous ferait un monde, qu'est-ce que vous feriez dans un monde sans baleines ? Et j'avais envie de vous demander quelle serait votre question, Virginie, sur ces enjeux du sauvage. Alors, peut-être j'en aurais deux. J'ai beaucoup travaillé sur les services écosystémiques et la façon dont on requalifiait un petit peu les valeurs de la nature en termes de services rendus par les écosystèmes, d'approvisionnement, de régulation, services culturels, etc. Et puis, dans ce travail-là, j'utilisais un petit peu une anecdote semblable. C'est Gilbert Callicott, qui est un philosophe de l'environnement, qui la reporte. Et puis, il y a Pilsner, je ne sais plus, c'est un biologiste qui a passé toute sa vie à essayer de sauver un tout petit poisson. C'était le Devil Hole Fish, quelque chose comme ça, un petit poisson qui vivait dans des sortes de cuvettes en Arizona. Et vraiment, il s'est battu toute sa vie pour ça. Et puis, quelqu'un lui dit: mais qu'est-ce qui vaut ce poisson ? À quoi sert-il ? Oui, mais ce poisson, à quoi sert-il ? Et lui de répondre: et vous, à quoi servez-vous ? Et cette façon de renverser le fardeau de la preuve et se dire finalement, plutôt que justifier la préservation, nous ferions mieux de trouver des raisons raisonnables à la destruction du monde. Et la plupart du temps, nous ne les trouverions pas. Me semblait assez intéressant. Mais pour le mot de la fin, et maintenant que je connais votre affection pour les chardonnerets, affection que je partage, peut-être que je paraphraserai Alice Ferney et que je dirais: mais finalement, est-ce que vous supporteriez de vivre dans un monde sans chardonneret élégant ? Et je crois que ceux qui le supporteraient tomberont pour moi dans la catégorie des personnes sans goût et sans amour pour le monde. Eh bien, puissent les gens qui croient pouvoir se passer du chardonneret élégant comprendre ce dont ils se privent en se passant de cet aimable volatile. Virginie Maris, merci à David Jayes et merci à Lucille Schmitt. Merci aussi à Oscar Goeb avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui lui veille aux plateformes de financement et puis à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent ainsi qu'au studio Pénilet. Nous avons enregistré cette conversation. À la semaine prochaine.